La société nous a fait croire pendant longtemps que la féminité était synonyme de faiblesse, voire d'infériorité. Mais nous, aujourd'hui, on sait, il faut une sacrée force pour être une femme. Si on sait l'embrasser et la voir comme telle, la féminité se manifeste en un super pouvoir. Et d'ailleurs, au dernier atelier du 16e, le but était de donner les clés pour s'épanouir en tant que femme, en optimisant sa féminité. Entre autres, en apprenant à caler sa vie, ses activités, et même son alimentation en fonction de son cycle. Bon, le cycle c'est une chose, mais il y a aussi notre apparence. À quoi est supposée ressembler la féminité ? Certaines participantes se sont portées volontaires pour faire une expérience intéressante. Laisser les autres, qui ne les connaissaient pas, dire ce qu'elles pensent d'elles en se basant uniquement sur ce qu'elles voient. C'est vrai. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu ? C'est vrai, le côté bienveillant, c'est vrai, avec mon entourage. Le côté timide aussi, réservé, c'est vrai. Et il y a eu quoi d'autre ? Douce et élégante. Douce et élégante. Oui. Moi, c'est communicative. Voilà, on sent qu'on peut venir te parler. Joyeuse, ouverte et drôle. Structurée, je dirais. Efficace aussi. Partage aussi. Sensible. Ah ça fait partie des choses que j'apprends, comme on dit dans notre éducation, femme forte, tous les jours. Et là, je suis, c'est bon, j'ai envie d'être une femme moi aussi sensible, j'apprends. Ouais. Parce que pour moi, c'était une faiblesse. Ouais. Je ne peux pas pleurer, je ne peux pas, même là, me montrer un peu plus douce. C'est parce que je veux attirer aussi cette énergie à moi. Mais pour moi, c'était vraiment une faiblesse. Je ne peux pas être faible, il faut que je sois forte, il faut que je sois debout, il faut que je porte les autres sur moi. Tout à l'heure, quand tu parlais de deux mondes parallèles, entre guillemets, entre la boss lady et la trade wife, pour moi, c'était grave mon combat. Et surtout, je voulais vraiment pour ma famille, on a une maman qui s'est battue et qui a travaillé pour nous emmener dans des bonnes écoles, etc. Et ça lui a coûté sa santé. Je travaillais. Pas pour que ça me coûte ma santé, mais je veux aussi prouver qu'elle n'a pas fait tout ça pour rien. Moi, quand je vois une femme qui a réussi, je suis en mode ouais, ça m'inspire. Vous avez un carnet devant vous. Je vais vous laisser noter un petit peu ce que vous aurez aimé qu'on puisse voir, ce que vous aimeriez qu'on puisse voir dans l'année 2026, qui n'est pas terminée et que vous devez travailler pendant le mois à venir. À force de discussion, j'ai remarqué qu'il y a deux choses principales qui bloquent les femmes, le sentiment de culpabilité et le sentiment de devoir attendre la permission pour être, faire ou briller. Et je pense que, j'aime pas du tout parler comme ça, mais c'est vraiment le produit de millénaires de patriarcat. La culpabilité, et je me bats encore contre ça aujourd'hui moi-même, c'est vraiment ce sentiment de je n'ai pas le droit de me reposer, je dois être productive. Or, on ne peut pas être productif comme des hommes qui ont un cycle de 24 heures. Ils se renouvellent chaque jour. Nous sommes sur un cycle de 28 jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours où nous devons nous reposer et c'est nécessaire pour pouvoir être productive. Le jour où j'ai compris ça, c'est là où j'ai été plus productive. Un des moments que j'apprécie énormément, c'est le moment courrier. Là, il y a différents types de courriers. Je vais avoir un petit colis à envoyer à l'une des participantes qui malheureusement n'a pas pu venir au dernier atelier du 16e. Donc je vais lui envoyer les goodies qui devaient lui être remis sur place. Là je vais lui écrire un petit mot parce que je vais pas lui envoyer ça sans petit mot non plus. J'ai une autre participante qui vient de finaliser son programme, donc je vais lui envoyer son attestation par courrier. Bien entendu, je vais lui écrire un courrier à côté pour pas envoyer sans rien. Et je dois répondre à quelqu'un qui m'a écrit aussi très gentiment. Mon père m'appelle affectueusement 90e minute, référence footballistique pour dire que je procrastine. Une chose que je n'ai pas procrastinée, c'est la pédicure. Il vaut mieux qu'elle soit prête pour l'été avant l'accouchement.
Super, j'ai mon rosier qui est tombé. Malgré toutes les tempêtes qu'on a subies, il n'est jamais tombé et là il a lâché comme ça. Je vous avoue que là, vu mon état, je vais pas pouvoir m'en occuper. Je vais devoir demander au jardinier. Coucou le chat. Je suis à 1 mois d'accouchement. Mais comptons 3 semaines parce que pour toutes mes grossesses, bébé est arrivé 1 semaine avant. Donc je pense c'est possible. Il y a de fortes chances que ce soit exactement la même chose encore. Donc disons qu'il me reste 3 semaines. Nous sommes le 15 avril et ma date d'arrêt de travail officielle, c'est le 3 mai. Bon, mon médecin m'a dit il fallait absolument que je me repose, que j'en fasse un petit peu moins parce que j'ai eu des contractions, etc. Enfin, bref, rien d'alarmant, bébé va bien, etc. Mais elle m'a juste dit calmez-vous. Je suis en train de faire une sorte d'inventaire des clientes en cours, celles qui peuvent être terminées au cours de ces 3 prochaines semaines et celles qui éventuellement seraient disponibles, enfin qui seraient OK pour suspendre, faire un petit suivi durant l'été, mais suspendre jusqu'au mois de novembre. Pour éviter de presser le citron. Je ne suis pas anxieuse, c'est le 3e bébé, donc j'ai déjà tout, je sais comment ça va se passer, etc. Donc pas de problème. Je suis uniquement stressée du fait que je ne suis pas assez stressée, parce que ma valise n'est toujours pas faite, parce que je n'ai toujours pas ramené les affaires bébé mis en place à la maison. Et 3 semaines, ça passe vite, finalement. Une femme élégante sait que sa posture est le fondement de la confiance en elle. Notre langage corporel est ce qui parle en premier et il est souvent plus impactant que les mots. Nous avons donc, ma cliente et moi, pratiqué pour une tenue et une démarche travaillée, mais naturellement gracieuse. Menton parallèle au sol, pas de menton baissé comme si nous n'avions pas confiance en nous, pas de menton trop élevé non plus comme si nous étions hautaines, mais un regard vers l'horizon, le buste ouvert et les épaules en arrière. On passe d'un langage corporel qui dit « j'hésite » à « j'ai ma place et je la prends ». J'ai pris mon téléphone, littéralement juste pour vous dire à quel point j'étais fière de moi, parce que à une certaine époque, je me disais que c'était absolument impossible pour moi de conduire dans Paris. C'était vraiment ma phobie. Je me disais rien que l'idée de prendre la voiture et de conduire dans Paris me terrifiait. Et c'était plus le cas aujourd'hui. Et bref, j'ai pris mon téléphone pour vous dire ça, et en l'espace de quelques secondes, on me coupe la priorité, je me fais insulter par une cycliste, et finalement, je retire ce que je n'ai même pas encore eu le temps de dire. Ce n'est pas facile de conduire dans Paris, et il faut rester vigilant en tout temps. Ne prenez jamais la confiance. Pour cette dernière consultation en présentiel, j'ai pris le train. Non pas parce que la conduite parisienne m'a refroidi, mais parce que conduire 2h30 avec un aussi gros ventre, pas envie. J'étais ultra motivée. J'ai formé comme si je n'allais plus jamais former tellement j'étais prématurément nostalgique de mon départ. Ma cliente est une femme qui a l'excellence comme fil conducteur de sa vie. Nous en avons beaucoup discuté d'ailleurs. La partie pratique des bonnes manières à table au restaurant Tout dans le 13e s'est justement faite sur fond de discussion autour de cela. Autour de l'excellence, mais aussi autour du piège de la quête de perfection. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Il y a d'ailleurs une citation très juste qui dit que la perfection est utopique. Et Giorgio Armani parle de l'excellence comme le résultat d'une intention élevée. Mais la quête de l'excellence est le moteur de tout progrès, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Toute chose que nous faisons peut être plus élevée. Et la question qui revient souvent dans ma tête est « je sais le faire, mais est-ce que je peux le faire encore mieux ?» Alors, une chose qui m'a beaucoup aidée dans la guérison postpartum lors de ma première grossesse, ça a été de préparer des serviettes maternité, comme ceci, avec de l'aloe vera et de la mamélisse. Je vais les sortir. On en fait la quantité qu'on veut. J'en ai pris 2 boîtes pour être certaine. Donc on s'assure de bien se laver les mains avant de s'en occuper.
je commence par l'aloe vera. Oups. On en met une quantité assez généreuse. Et on l'étale bien correctement partout, de manière uniforme. Il faut bien choisir de l'aloe vera pure et bio. Je sais que Pure Aloe, c'est vraiment une marque pour laquelle on est sûr qu'il n'y a pas de conservateurs ou de produits chimiques rajoutés dedans. Je l'ai commandé sur Amazon. Ensuite, de la mamélisse. Alors, c'est mieux si c'est en spray. Hop. Une fois que la serviette est prête, on referme. Voilà. Et je passe aux suivantes. Une fois que tout sera terminé, je vais les mettre au congélateur dans un sachet. Lorsque je sortirai de l'hôpital, je pourrai les utiliser dès le premier jour où je rentrerai à la maison. Je peux soit les mettre directement lorsque je les prends, ou bien les sortir juste avant, 15 minutes avant par exemple. Cette astuce de serviette imbibée à l'aloe vera et la mamélisse m'a fait beaucoup de bien lors du premier accouchement. Bien sûr, si vous accouchez voix basse, ça fera beaucoup de bien, ça contribue à accélérer la guérison. L'effet du froid anesthésie instantanément la douleur. L'aloe vera va régénérer la peau en profondeur, tandis que la mamélisse est un puissant décongestionnant qui réduit les gonflements et apaise les tiraillements. Par contre, on ne les porte pas plus de 10-15 minutes. Je tiens à remercier Thérèse de Femme à part. Certains d'entre vous la connaissent. Elle fait une ligne de vêtements pour les femmes chrétiennes, sobres, modestes, élégantes. J'ai beaucoup aimé son geste, elle m'a envoyé un message et c'était tellement adorable. Elle a l'habitude de donner à ses robes un nom et l'une de ses robes s'appelle Nadia, en clin d'œil. Et ce qui est très fort, c'est qu'au moment où elle a dessiné ou designé la robe, elle ne savait pas que j'étais enceinte et c'est une robe qui a apparemment une petite ouverture pour les femmes qui allaitent. Donc j'ai trouvé ça très drôle, enfin j'ai apprécié ce double clin d'œil. N'hésitez pas à aller voir sa collection. Thérèse, si vous passez par ici, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre entreprise. Les jardiniers sont passés aujourd'hui, m'ont remis mon rosier. Et quand même... Tada! Ça fait quand même bien plus propre. Sur une autre note, j'ai enfin commandé tout ce que j'avais à commander sur Amazon pour mettre dans ma valise. J'ai acheté une petite valisette blanche et beige que je vais vous montrer. Là, a priori, il me reste quelques jours. Donc là, on est vraiment dans le stade où bébé peut arriver n'importe quand. Les activités se sont vraiment stoppées. Ça me fait même bizarre de ne pas consulter d'email ou de rien faire. Je passe du temps sur Netflix, je prends des bains. C'est mon mari maintenant qui s'occupe des enfants le matin. Le rush du matin pour les emmener à l'école, c'est lui qui s'en charge. Donc je suis beaucoup plus détendue là. Ce qui me manque là, c'est quelqu'un qui me fasse la cuisine. Bon, et bien enfin, je prépare ma valise. Donc c'est en deux temps. Il y a à gauche tout ce qui est valise ou sac spécial salle d'accouchement. Et à droite, la valise pour les jours d'après, juste après l'accouchement, quand je passerai de la salle d'accouchement à l'hospitalisation. Donc, dans la valise pour la salle d'accouchement, j'ai tous mes documents ici, avec toutes les informations nécessaires, le livret de famille, tout ce qui est carte vitale, pièce d'identité, etc. Je le garde dans mon sac à main et ce sera directement mis dans ce sac d'accouchement lorsque bébé arrivera. Ici, une gigoteuse, le body manche long qui s'ouvre devant pour le début, avec un pyjama pareil qui s'ouvre devant, une paire de chaussettes, brumisateur, chargeur. Ça, c'est un pyjama
que j'ai commandé exprès. Je l'ai lavé. Il est tout doux et ça a l'air très confortable et surtout c'est pensé pour l'allaitement. Donc c'est parfait. Ensuite, pour la valise d'après. Ah oui, ça je pense que je vais me mettre aussi dans la salle d'accouchement. C'est parce que je ne me vois pas porter cette espèce de... Vous savez, la robe bleue de chirurgie là, d'hôpital. Surtout si on vient me rendre visite. Donc je mettrai ça dans l'autre sac. Alors, après, il y a le nécessaire de toilette. Cette jolie petite boîte contenant un kit pour se brosser les dents. Bien sûr, je vais pas réussir à l'ouvrir. Hop là. Voilà. Ah, ça, ce sera pour le shampoing. Le gel douche, petit déodorant. Je mettrai mes affaires aussi de maquillage. 3 soutiens-gorge d'allaitement. La gaine à porter directement pour bien rentrer le ventre et aider les organes à se replacer, n'est-ce pas? Une paire de chaussettes suffisamment chaudes parce que la péridurale, ça donne froid. Un autre pyjama. Les petits chaussons confortables. La partie bébé. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai acheté, sous le coup de l'émotion, j'ai acheté plein de petits bodys trop mignons, sauf qu'ils ne s'ouvrent pas par devant. Grande erreur. Il faut que j'aille demain acheter des petits bodys qui s'ouvrent par devant, parce que je sais que au tout début, les premiers jours passés par la tête, non, j'ai pas envie. Voilà. 3 paires de chaussettes, une autre gigoteuse, liniment, snack pour maman. Et là, c'est quelques tenues. Alors, j'ai un ensemble lounge et surtout des robes bien pratiques. Alors, ce sont des robes portefeuille. 1, 2, pour éviter de rester en pyjama toute la journée. Ça, c'est une autre robe que je viens de m'acheter aussi qui, pareil... Voilà, c'est pas transcendant, hein, mais déjà, 1, c'est ma couleur. Et 2, hop là, elle est suffisamment longue et elle s'ouvre devant. Donc, très pratique. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié, à part peut-être la lecture et de quoi écrire. Et je crois que... Ah oui, il y a 2-3 petites choses que je dois encore acheter. Notamment un bonnet ou 2, un pyjama bien chaud quand même, et les bodys. J'ai gardé ce magnifique sac. Je vous le montre de plus près. C'est un sac à langer que ma belle-sœur m'a offert pour la naissance de Louise Anaël, donc il date de 10 ans, voilà. Kate Spade. Et vraiment, je l'aime énormément. Le seul souci, c'est que j'ai perdu le petit... le mini matelas qui s'enroulait pour changer bébé n'importe où. Et je sais pas ce que j'en ai fait. En tout cas, je l'ai toujours et je vais l'utiliser. Je l'ai utilisé pour Raphaël et je l'utiliserai également pour bébé numéro 3. Bon, et bien voilà, j'ai ramené les affaires du garage vers la maison. Bonne étape de fête. Maintenant, je vais devoir installer, laver tout ça et installer. Alors, j'ai le petit socle pour le Moïse qui se trouve ici. La table à langer, bien sûr. Ça, c'est quoi? Ah oui, le tapis d'éveil. Lui, il va rester en bas. Les petites choses, j'avais eu ça chez Ikea pour mettre le matériel accroché ici. À laver, bien sûr.
Les habits sont déjà là-haut et il va falloir que je fasse un petit peu le tri pour voir quels sont les habits de nourrisson. Ces derniers mois, j'ai mis toute mon énergie à vous accompagner, à transmettre cette vision de la féminité, de l'excellence, de l'élégance, à travers mes ateliers et mes consultations. Mais aujourd'hui, la plus belle des préparations m'attend ici. Je savoure l'attente et je suis prête à embrasser pour la 3e fois mon rôle de maman. On se retrouve très vite.